Paris, Tour Montparnasse, salle de réunion du 56e étage. Camille Dubois, 9 ans, pull troué et Jean déchiré, étaient entrés par erreur en cherchant son père qui nettoyait les bureaux. 4 dirigeants en costume à 10 000 € négociaient un accord international de 500 millions quand ils la virent et éclatèrent de rire. Le PDG, Philippe de Montmorency, la ridiculisa en demandant sarcastiquement si elle parlait au moins anglais en plus de son français de banlieue. La petite fille leva le menton et répondit dans un anglais d'Oxford parfait, puis passa au mandarin, à l'arabe, au russe, à l'allemand, à l'espagnol, au japonais et au portugais, traduisant leur propre présentation d'entreprise qu'elle avait mémorisée en écoutant depuis la porte. Le silence qui suivit fut assourdissant. Philippe pâlit quand la petite ajouta en hébreu que son père, l'agent d'entretien qu'ils ignoraient chaque jour, lui avait tout enseigné parce que la connaissance est la seule richesse que personne ne peut te voler. Il ne savait pas que cet enfant avait un QI de 180. Il ne savait pas que le père agent d'entretien était un ancien ambassadeur tombé en disgrâce. Et surtout, il ne savait pas qu'il venait de perdre l'affaire du siècle parce que Camille avait tout entendu et compris. La journée avait commencé comme toutes les autres pour Camille Dubois. Réveil à 5 heures du matin dans le 2 pièces de Clichy-sous-Bois qu'elle partageait avec son père Jean-Baptiste. Petit déjeuner avec du pain rassis trempé dans du lait, puis le trajet en RER qui les amenait au cœur financier de Paris. Pendant que les autres enfants de son âge dormaient encore dans leur lit douillet, Camille s'asseyait dans le coin du local de conciergerie de la tour Montparnasse, lisant de vieux dictionnaires qu'elle récupérait dans les poubelles des bureaux. Son père, Jean-Baptiste, avait commencé son service à 6 heures, armé de serpillières et de produits d'entretien, invisibles aux yeux des cadres qui commençaient à arriver à 8 heures. Pour eux, il n'était que l'homme de ménage, une ombre silencieuse qui vidait les corbeilles et faisait briller les sols. Personne ne savait que cet homme, courbé par la fatigue, parlait 12 langues, qu'il avait 3 diplômes universitaires, qu'il avait été ambassadeur de France dans 4 pays avant qu'un scandale politique où il avait servi de bouc émissaire ne détruise sa carrière. Ce jeudi de novembre, Camille avait fini ses livres plus vite que d'habitude. La faim lui tiraillait l'estomac. Le déjeuner ne serait qu'à 14 heures, quand son père partagerait avec elle le sandwich jambon-beurre apporté de la maison. Elle décida de le chercher, sachant qu'à 7 heures, il nettoyait les étages élevés, là où les dirigeants décidaient des destins d'entreprise, avec la même facilité qu'ils commandaient leur café. L'ascenseur de service l'amena au 56e étage. Le couloir était désert, mais elle entendait des voix depuis la grande salle de conférence. Elle s'approcha silencieusement, une compétence développée durant des années d'invisibilité forcée. À travers la porte entr'ouverte, elle vit 4 personnes en costume coûteux, assises autour d'une table en acajou, qui valait plus que ce que son père gagnait en 5 ans. Philippe de Montmorency, PDG de Montmorency Industries, présentait des graphiques et des projections. À ses côtés, 3 dirigeants hochèrent la tête pendant qu'ils discutaient dans un mélange d'anglais et de français d'un accord avec des partenaires chinois qui rapporterait 500 millions d'euros. Camille écoutait fascinée, son cerveau extraordinaire absorbant chaque détail, chaque chiffre, chaque nuance des négociations. C'est quand ils mentionnèrent les conditions défavorables qu'ils comptaient cacher aux partenaires chinois que Camille reconnut la malhonnêteté. Son père lui avait enseigné que l'intégrité était la seule chose que les pauvres pouvaient toujours se permettre d'avoir. Sans réfléchir, elle poussa la porte et entra. Le silence qui suivit était lourd comme du plomb. 4 pères dieux se tournèrent vers la petite fille en haillons qui avait osé violer leur sanctuaire. Philippe fut le premier à se reprendre, éclatant d'un rire cruel qui fut immédiatement imité par les autres. Les moqueries tombèrent sur Camille comme de la grêle. Des commentaires sur sa pauvreté, sur le fait qu'elle était probablement en train de voler, sur la nécessité d'appeler la sécurité. Philippe, savourant ce moment de cruauté gratuite, se pencha vers elle avec un sourire malveillant et demanda si elle parlait au moins un anglais correct ou seulement le français de Clichy-sous-Bois.
Camille leva le menton, un geste qu'elle avait appris de son père quand il affrontait l'humiliation quotidienne. Puis, elle commença à parler. D'abord dans un anglais si parfait qu'il semblait sorti d'Oxford, traduisant mot pour mot la présentation qu'il venait de faire. Puis, sans pause, elle passa au mandarin, répétant les mêmes concepts avec une prononciation qui aurait rendu jaloux un natif de Pékin. Les sourires moururent sur les lèvres des dirigeants. Camille continua, passant à l'arabe classique, puis au russe avec un accent moscovite, à l'allemand commercial, à l'espagnol castillan, au japonais formel, au portugais brésilien. Dans chaque langue, elle répétait non seulement la présentation, mais aussi les commentaires chuchotés qu'il pensait qu'elle ne pouvait pas comprendre. Le coup de grâce arriva quand, en hébreu parfait, elle révéla qu'elle avait tout entendu sur leur intention de frauder les partenaires chinois. Elle ajouta que son père, l'agent d'entretien qu'il piétinait chaque jour, sans même le voir, lui avait enseigné que la connaissance était la seule richesse que personne ne pouvait voler, et que l'honnêteté était le seul luxe que les pauvres pouvaient toujours se permettre. Philippe de Montmorency, l'homme qui avait négocié avec des ministres et des magnates, resta sans voix. En 30 ans de carrière, il n'avait jamais été mis échec et mat par personne, encore moins par une petite fille de 9 ans aux chaussures trouées. La sécurité fut appelée, mais pas pour Camille. Philippe de Montmorency, avec la lucidité qui l'avait rendu millionnaire, comprit immédiatement que la petite fille venait de révéler des informations qui pouvaient détruire l'affaire et la réputation de son entreprise. Il la fit asseoir, ordonna à ses dirigeants de se taire et commença l'interrogatoire le plus surréaliste de sa vie. Camille raconta son histoire avec le calme de ceux qui n'ont rien à perdre. Son père Jean-Baptiste avait été l'un des diplomates les plus brillants de France, parlait 12 langues et avait été le plus jeune ambassadeur dans l'histoire du pays. Puis, 5 ans auparavant, il avait été pris dans un scandale de corruption orchestré par des politiciens qui voulaient couvrir leurs propres crimes. Il avait tout perdu. Carrière, réputation, économie dépensée en avocats. La mère de Camille, était morte de chagrin 6 mois plus tard. Jean-Baptiste avait trouvé du travail comme agent d'entretien, le seul emploi que personne ne lui contestait. Mais il n'avait jamais cessé d'être qui il était. Chaque soir, au lieu de contes de fées, il enseignait des langues à Camille. Au lieu de dessins animés, il lui faisait regarder les journaux télévisés internationaux. La petite fille, avec un QI que les tests gratuits de l'école publique avaient mesuré à 180, absorbait tout comme une éponge. Philippe écoutait, incrédule. Il ordonna à un assistant de vérifier l'histoire, et en 20 minutes, il eut la confirmation. Jean-Baptiste Dubois avait vraiment été une étoile montante de la diplomatie française, tombé en disgrâce dans un scandale où il figurait comme bouc émissaire alors que les vrais coupables étaient toujours à l'Assemblée nationale. La situation devint encore plus surréaliste quand Philippe demanda à Camille de traduire en temps réel une conférence téléphonique avec Tokyo qui allait commencer. La petite fille le fit sans hésiter, non seulement traduisant mais améliorant la communication, saisissant des nuances culturelles que l'interprète professionnel à 1 000 € de l'heure avait manqué. C'est à ce moment que Jean-Baptiste Dubois entra dans la salle, paniqué. Il avait remarqué l'absence de Camille et l'avait cherché partout. La vue de sa fille assise à la table des dirigeants le terrifia. Il s'attendait à un licenciement immédiat, une plainte, peut-être même l'intervention des services sociaux. Au lieu de cela, Philippe de Montmorency se leva et fit quelque chose que personne n'attendait. Il s'approcha de Jean-Baptiste et lui serra la main. Pas cette poignée de main condescendante que les riches réservent aux pauvres, mais une poignée ferme d'égal à égal. Puis il prononça des mots qui changèrent tout. Il avait besoin d'eux. L'affaire avec la Chine était en danger. Les partenaires avaient flairé la malhonnêteté et menaçaient de se retirer. Il fallait quelqu'un qui parle leur langue, pas seulement linguistiquement mais culturellement, quelqu'un avec l'expérience diplomatique pour sauver la situation, quelqu'un comme Jean-Baptiste. L'offre était simple et bouleversante. Jean-Baptiste deviendrait consultant senior pour les relations internationales avec un salaire qui, en 1 mois, dépassait ce qu'il gagnait en 1 an comme agent d'entretien.
Camille recevrait la meilleure éducation possible, avec des tuteurs privés et l'accès à des programmes pour enfants surdoués. En échange, il devait sauver l'affaire et transformer Montmorency Industries en une entreprise véritablement mondiale. Jean-Baptiste refusa. La fierté, cette chose que les pauvres gardent plus jalousement que les riches, ne lui permettait pas d'accepter ce qui semblait être de la charité. Ce fut Camille qui le convainquit, lui chuchotant en swahili, la 13e langue qu'ils étudiaient ensemble, que ce n'était pas de la charité, mais de la justice, qu'il méritait une chance de rédemption. 3 semaines plus tard, Jean-Baptiste Dubois entra dans le siège de Shanghai de la China International Commerce Corporation, non pas comme agent d'entretien, mais comme envoyé spécial de Montmorency Industries. À ses côtés, Camille, maintenant habillée convenablement mais simplement, qui avait insisté pour que cela ne coûte pas plus de 100 €. Le contraste avec les dirigeants français qui les accompagnaient, mal à l'aise dans leurs costumes Dior Homme, était frappant. Les partenaires chinois étaient déjà prévenus, les rumeurs sur la tentative de fraude étaient arrivées, et l'atmosphère dans la salle de réunion était glaciale. Le chef de délégation, M. Chen Wei, un vétéran des négociations internationales, attendait avec le regard de celui qui se prépare à humilier l'énième occidental arrogant. Jean-Baptiste commença à parler en mandarin parfait, pas celui scolaire que tant d'occidentaux étalent, mais avec les nuances dialectales de Pékin qu'il avait apprises pendant ses années comme ambassadeur. Mais il ne parla pas d'affaires. Il raconta l'histoire d'un homme tombé en disgrâce, d'une fille qui apprenait des langues dans des dictionnaires trouvés dans les poubelles, de comment l'honneur pouvait survivre même dans la pauvreté la plus noire. Chen Wei écoutait immobile, mais quelque chose dans ses yeux avait changé. Quand Jean-Baptiste eut fini, le silence dura de longues secondes. Puis le magnate chinois fit quelque chose d'inattendu. Il s'adressa à Camille, lui demandant en mandarin ce qu'elle pensait de l'affaire proposée. La petite fille répondit avec une maturité qui stupéfia tout le monde. Elle analysa les points faibles de la proposition originale, suggéra des modifications qui bénéficieraient aux 2 parties et surtout proposa un modèle de partenariat basé sur la transparence réciproque. Elle parlait, passant du mandarin au cantonais quand elle s'adressait à l'assistant de Hong Kong, montrant une compréhension des dynamiques régionales que beaucoup d'experts adultes ne possédaient pas. Chen Wei éclata de rire, le premier son de véritable amusement que ses subordonnés avaient entendu depuis des années. Il déclara qu'il ferait affaire avec Montmorency Industries, mais à une condition. Jean-Baptiste et Camille devaient être les garants personnels de l'accord. Un ancien diplomate tombé en disgrâce et une petite fille de 9 ans seraient la garantie d'une affaire d'un demi-milliard. Le voyage de retour à Paris fut surréaliste. Philippe de Montmorency, habitué à dominer chaque situation, se trouvait redevable à un agent d'entretien et sa fille. Mais le vrai choc arriva quand Jean-Baptiste calmement présenta ses conditions. Il accepterait le rôle, mais Montmorency Industries devait instituer un programme de bourse pour les enfants doués issus de familles pauvres. Camille serait la première, mais pas la dernière. La mise en œuvre du programme révéla une réalité bouleversante. Dans les banlieues de Paris, cachés parmi les enfants d'immigrés et de familles en difficulté, il y avait des dizaines de petits génies. Des enfants qui parlaient plusieurs langues apprises de parents réfugiés, qui résolvaient des problèmes mathématiques complexes pour s'amuser, qui avaient des talents extraordinaires étouffés par la pauvreté. Camille devint le symbole du programme, mais refusa toujours les projecteurs. Elle continuait à vivre dans le même quartier, bien que maintenant dans un appartement décent. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Chaque après-midi, après les leçons avec les meilleurs tuteurs que l'argent pouvait acheter, elle retournait à Clichy-sous-Bois pour enseigner gratuitement des langues aux enfants du quartier. Philippe observait tout avec un respect croissant. Cette petite fille qui aurait pu l'humilier, qui avait toutes les raisons de haïr le monde qui l'avait marginalisé, choisissait plutôt de construire des ponts. Lors d'un dîner d'entreprise où Camille avait été invitée à parler, un dirigeant snob commenta qu'il était extraordinaire qu'une enfant de ses origines puisse être si brillante. Camille le regarda
avec ce calme désarmant qu'elle avait hérité de son père, et répondit en latin parfait, puis traduisit « La noblesse ne réside pas dans le sang, mais dans les actions. Et vous, monsieur, avec vos actions de ce soir, avez prouvé être bien plus pauvre que je ne l'ai jamais été. » 6 mois après l'accord avec la Chine, Montmorency Industries était devenue une étude de cas dans les écoles de commerce. L'entreprise qui avait risqué l'effondrement par cupidité était maintenant un modèle de commerce éthique international. Jean-Baptiste dirigeait un département de 50 personnes, tous polyglottes, issus de milieux non conventionnels. Camille, maintenant 10 ans, était la plus jeune consultante non officielle dans l'histoire du monde des affaires français. Mais le succès amena des ennemis. Les anciens dirigeants qui avaient été humiliés par une petite fille tramaient leur vengeance. Ils engagèrent des détectives privés pour fouiller dans le passé de Jean-Baptiste, espérant trouver des preuves que le scandale diplomatique était réel. Ils répandirent des rumeurs que Camille était en réalité une espionne industrielle, que son génie était une supercherie. La crise éclata lors de la présentation annuelle aux actionnaires. Devant 200 des investisseurs les plus puissants d'Europe, le vice-président François Leclerc présenta des documents qui prouvaient la culpabilité de Jean-Baptiste dans le scandale d'il y a 5 ans. Ils étaient faux, mais bien construits. L'atmosphère dans la salle devint toxique. Les investisseurs murmuraient sur le retrait de capitaux. C'est alors que Camille demanda la parole. À 10 ans, haute d'à peine 1,40 m, elle monta sur l'estrade conçue pour des PDG et des magnates. Elle commença à parler, non pas dans les 9 langues que tous connaissaient maintenant, mais dans une 10e, le langage des chiffres. Elle projeta sur l'écran une analyse médico-légale des faux documents qu'elle avait préparés dans les dernières 24 heures. Elle montra des incohérences temporelles, des signatures numériques manipulées, des métadonnées qui révélaient la véritable origine des fichiers. Mais elle ne s'arrêta pas là. Elle révéla qu'elle avait enregistré chaque conversation des conspirateurs au cours des 3 derniers mois, légalement, puisqu'elles avaient lieu dans des espaces publics de l'entreprise où elle avait le droit d'être. La salle écoutait dans un silence de mort, pendant qu'une petite fille de 10 ans démontait une conspiration d'entreprise avec la précision d'un procureur chevronné. Quand elle eut fini, elle projeta un dernier document, une lettre de l'ambassadeur français qui avait orchestré le scandale original, maintenant à la retraite et tourmenté par le remords, qui avouait tout et exonérait complètement Jean-Baptiste. François Leclerc et ses complices furent arrêtés le soir même pour diffamation et falsification de documents. Mais Camille ne célébra pas la victoire. Elle demanda à Philippe une réunion privée et fit une demande qui le bouleversa. Elle voulait que Leclerc et les autres soient pardonnés, à condition qu'ils consacrent 1 an à enseigner gratuitement dans les écoles des banlieues. Philippe ne comprenait pas. Ces hommes avaient essayé de tout détruire, mais Camille, avec une sagesse qui ne devrait pas appartenir à une enfant, expliqua que la haine était un luxe que les pauvres ne pouvaient pas se permettre, que transformer des ennemis en alliés était la vraie victoire, que son père lui avait enseigné que le pardon n'était pas une faiblesse, mais la forme la plus élevée de force. Jean-Baptiste, présent à la conversation, pleurait silencieusement. Sa fille avait appris les leçons les plus importantes, celles qu'on ne trouve dans aucun dictionnaire. 1 an plus tard, Camille avait 11 ans et parlait maintenant 12 langues couramment. Montmorency Industries était devenu leader mondial dans le commerce éthique, avec des filiales dans 30 pays. Le programme de bourse avait identifié et formé plus de 200 enfants géniaux des périphéries de toute la France. C'est à ce moment de triomphe qu'arriva la lettre qui changea encore tout. Un notaire suisse contacta Jean-Baptiste avec une nouvelle incroyable. La grand-mère paternelle de Camille, qu'il croyait morte depuis des décennies, était en réalité vivante et avait laissé un héritage. La femme, Marie-Claire Dubois de Rothschild, avait été reniée par la famille pour avoir épousé un diplomate en dessous de son rang au lieu du noble qui lui était destiné. Marie-Claire avait fui en Suisse, avait construit un empire dans le commerce de diamants éthiques et était devenue l'une des femmes les plus riches d'Europe sous un faux nom. Elle avait suivi la carrière de Jean-Baptiste de loin,
avait souffert de sa chute, avait veillé invisible sur Camille. Maintenant, mourante d'un cancer, elle voulait rencontrer sa petite fille avant la fin. Le voyage à Genève fut émotionnellement dévastateur. La villa sur le lac était un monument à la solitude dorée, pleine de richesses mais vide de chaleur humaine. Marie-Claire, 92 ans d'aristocratie réprimée, gisait dans un lit qui coûtait plus que ce que Jean-Baptiste avait gagné dans une vie. La rencontre entre la vieille aristocrate et l'enfant prodige fut électrique. Marie-Claire parla en vieux français, testant Camille. La petite fille répondit dans le même dialecte, puis passa à l'allemand suisse, au français du XVIIe siècle, qu'elle avait appris en lisant Molière dans l'original. Pendant des heures, grand-mère et petite-fille conversèrent dans des langues qui traversaient des siècles et les continents. Marie-Claire mourut 3 jours plus tard, tenant la main de Camille. L'héritage laissé était bouleversant. 800 millions d'euros, mais avec des conditions précises. Camille recevrait tout à ses 18 ans, mais seulement si elle accomplissait une série de défis, obtenir des diplômes dans au moins 3 disciplines différentes, vivre 1 an dans un pays du tiers-monde en faisant du bénévolat, et surtout, ne jamais oublier d'où elle venait. Philippe de Montmorency, présent à la lecture du testament comme témoin, fut stupéfait quand Camille, maintenant l'une des enfants les plus riches d'Europe sur le papier, annonça qu'elle ne voulait rien changer à sa vie. Elle continuerait à vivre à Clichy-sous-Bois, à fréquenter l'école publique, à enseigner aux enfants du quartier. Mais il y avait un projet qu'elle voulait réaliser immédiatement. Une école internationale gratuite pour les enfants réfugiés et immigrés, où les langues ne seraient pas des barrières, mais des ponts. Où des enfants syriens pourraient enseigner l'arabe à des enfants français, où de petits Ukrainiens partageraient le russe avec des pères sénégalais qui offriraient le Wolof en échange. Le projet rencontra une résistance politique immédiate. L'idée d'une école où les langues des immigrés seraient traitées avec le même respect que le français scandalisait les conservateurs. Mais Camille avait appris l'art de la diplomatie de son père. Elle organisa une démonstration publique où 100 enfants des banlieues récitèrent Les Misérables en 20 langues différentes, montrant que Victor Hugo était universel, que la culture française était plus forte quand elle embrassait le monde. 5 ans après cette intrusion fatidique dans la salle de réunion, Camille Dubois avait 16 ans et parlait couramment 18 langues. Son école, maintenant appelée Académie Babel, avait des campus dans 10 villes françaises et était sur le point de s'étendre en Europe. Jean-Baptiste était devenu ambassadeur de France aux Nations Unies, sa réputation complètement réhabilitée. Philippe de Montmorency, transformé par l'expérience, avait converti la moitié de son empire en entreprise sociale. La cérémonie pour le 5e anniversaire de l'Académie se tint symboliquement dans la même salle de conférence de la tour Montparnasse où tout avait commencé. Des ministres, des ambassadeurs étaient présents, mais surtout des centaines d'enfants qui avaient trouvé dans l'école un foyer et un espoir. Camille monta sur scène, plus la petite fille mal habillée d'il y a 7 ans, mais toujours simple dans sa robe à 100 €, fidèle à la promesse qu'elle s'était faite. Elle commença son discours en français, puis coula à travers les langues comme une rivière qui traverse les pays, emportant avec elle des histoires d'enfants qui avaient transformé leur diversité en force. Elle raconta l'histoire d'Ahmed, réfugié syrien qui enseignait maintenant la calligraphie arabe et avait gagné une bourse pour Oxford. D'Oksana, ukrainienne fuyant la guerre, qui avait découvert son génie mathématique et collaborait maintenant avec le CERN. De Chen, fils d'immigrés chinois, qui avait créé une application de traduction simultanée utilisée par l'ONU. Mais le moment le plus puissant arriva quand Camille appela sur scène les vrais héros de l'histoire. Pas les donateurs millionnaires ou les politiciens éclairés, mais les agents d'entretien, les femmes de ménage, les plongeurs qui sacrifiaient tout chaque jour pour que leurs enfants puissent avoir une chance. Jean-Baptiste monta en premier, suivi de dizaines de parents en tenue de travail, les mains abîmées par la fatigue, mais les yeux brillants de fierté. François Leclerc, l'ancien dirigeant qui avait essayé de les détruire, était dans le public.
Après l'année de service forcé dans les écoles de banlieue, il avait découvert une vocation qu'il ne savait pas avoir. Il dirigeait maintenant volontairement des programmes de mentorat pour adolescents difficiles. Quand Camille le remercia publiquement pour sa contribution, l'homme pleura ouvertement, racheté par ce qui avait commencé comme une punition. Le discours de Camille culmina avec une révélation qui bouleversa tout le monde. Elle avait décidé de renoncer à l'héritage de sa grand-mère, tous les 800 millions, pour créer la plus grande fondation éducative du monde. Mais avec une condition, chaque euro donné devait être égalé par une heure de bénévolat. La richesse sans engagement personnel n'avait aucune valeur. Philippe de Montmorency fut le premier à se lever et à s'engager pour 100 millions d'euros et 10 000 heures d'enseignement personnel. Il fut suivi par d'autres, dans une compétition de générosité qui transforma la soirée en quelque chose de magique. Mais le moment le plus émouvant fut quand les enfants de l'académie montèrent sur scène et, en parfaite synchronisation, récitèrent un poème en 18 langues différentes qui s'entrelaçaient comme des voix dans un chœur. Le poème parlait de murs qui devenaient des ponts, de mots étrangers qui devenaient des chansons familières, de comment la vraie richesse ne se comptait pas en euros, mais en combien de personnes vous pouviez comprendre, combien de cultures vous pouviez embrasser, combien de barrières vous pouviez abattre avec la simple magie de la communication. La dernière image de cette soirée, capturée par un photographe et devenue iconique, montrait Camille au centre, entourée d'enfants de toutes les couleurs et origines, pendant que son père Jean-Baptiste la regardait avec une fierté infinie. En arrière-plan, à travers les baies vitrées du gratte-ciel, Paris brillait dans la nuit, une ville qui avait appris que l'avenir parlait toutes les langues et qu'une petite fille pauvre aux chaussures trouées pouvait enseigner aux puissants que la vraie richesse était celle qu'on partage, pas celle qu'on accumule. 10 ans plus tard, Camille deviendrait la plus jeune secrétaire générale des Nations Unies, parlant 27 langues et médiant des conflits qui semblaient insolubles. Mais c'est une autre histoire. Ceci est l'histoire de comment une petite fille de 9 ans, entrant par erreur dans une salle de réunion, avait prouvé que les langues ne sont pas des barrières, mais des clés, et que le plus grand pouvoir au monde n'est pas l'argent, mais la capacité de comprendre et d'être compris. Dans son bureau à l'ONU, Camille garde encadrée une photo de ce premier jour, quand en pull troué, elle avait défié des hommes en costume à 10 000 euros. En dessous, une plaque avec la phrase que son père lui répétait chaque soir, dans une langue différente. La connaissance est la seule richesse que personne ne peut te voler, et la bonté est la seule force qui n'a pas besoin de violence. L'Académie Babel a aujourd'hui des campus dans 50 pays, a formé 1 million d'enfants polyglottes et a prouvé que dans un monde qui construit des murs, les langues sont des échelles qui permettent de les escalader. Et tout a commencé avec une petite fille qui parlait 9 langues et avait le courage de les utiliser. Mets un like si tu crois que la connaissance est la vraie richesse. Commente quel moment t'a le plus touché. Partage avec quelqu'un qui a besoin de savoir que le talent ne connaît pas de classe sociale. Abonne-toi pour d'autres histoires qui montrent comment une seule personne peut changer le monde.